En Ouganda, Yoweri Museveni obtient une large avance après l'élection présidentielle. Selon les premiers résultats publiés par la commission électorale, le chef de l'État sortant obtient 65% des suffrages exprimés. Au Burkina Faso, Zéphirin Diabré entame sa mission. Le chef de file de l'opposition, nommé ministre de la Réconciliation, a rencontré des responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation. Et puis en Afrique du Sud, Jacob Zuma ne sera pas présent devant la commission d'enquête lundi prochain. C'est ce qu'indique son avocat. L'ancien président sud-africain est poursuivi dans une affaire de corruption. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Ouganda, le président sortant Yoweri Museveni en passe de remporter l'élection présidentielle de ce jeudi. Les premiers résultats du scrutin donnent le président sortant vainqueur avec 65% des voix déjà décomptées. On voit tout cela dans cet élément. Les premiers résultats de l'élection présidentielle en Ouganda indiquent une victoire du président sortant Yoweri Museveni et qui aurait remporté 65% des voix comptées jusqu'à présent. Le dépouillement est toujours en cours et les résultats complets sont attendus pour samedi après-midi. Le candidat de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, principal adversaire de l'inamovible Yoweri Museveni, a revendiqué vendredi la victoire lors de la présidentielle de la veille. Lors d'une conférence de presse à Kampala, où les réseaux sociaux sont suspendus et où l'accès à Internet est fortement perturbé, Bobi Wine a rejeté ses premiers résultats, dénonçant une véritable mascarade et affirmant avoir largement vaincu Museveni, qui brigue un 6e mandat. Pour lui, le président sortant essaye de faire croire qu'il est en tête. Selon lui, le scrutin a été entaché par des illégalités venues d'en haut. La commission électorale a répondu vendredi dans la matinée à ces affirmations, demandant à Wine de démontrer au pays de quelle manière, de quelle façon les résultats sont truqués. Lors de sa conférence de presse, Bobi Wine a déclaré avoir reçu des milliers de rapports d'irrégularité, citant des bulletins pré-remplis, des électeurs influencés ou n'ayant reçu de bulletins que pour les législatives et pas pour la présidentielle, ou encore des urnes ouvertes et bourrées dans certains districts. Il donne Museveni en tête avec 63,92% des voix contre 28,36% pour Bobi Wine. Et un peu plus tôt, le chef de l'État sortant avait indiqué qu'il accepterait les résultats issus de ces élections au cas où il n'y aurait donc pas des erreurs. Écoutons ici Yoweri Museveni. Je félicite tous ceux qui ont voté et que le pays soit en paix. Personne ne devrait essayer d'apporter la violence. Bien sûr, si les résultats sont équitables, pourquoi ne les accepterais-je pas? Pourquoi? Oui, si aucune erreur n'est commise. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont attendus aux urnes le 21 mars prochain pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a convoqué le corps électoral à cette date. Le décret signé à cet effet a été lu à la télévision publique. Les détails. Le corps électoral est convoqué aux urnes le 21 mars sur l'ensemble du territoire national, a annoncé un journaliste de la télévision publique qui lisait le décret du président Sassou Nguesso. Ce décret précise que les forces de défense et de sécurité voteront le 17 mars, permettant à l'armée et à la police de se consacrer à la sécurisation du vote de la population le jour où celle-ci votera, selon les autorités. C'est la première fois que les électeurs se rendront aux urnes en 2 étapes depuis la première élection présidentielle en 1992. Dans la perspective de la présidentielle, une opération spéciale de révision des listes électorales se déroule timidement depuis le 7 janvier sur l'ensemble du pays. Elle est boudée par l'opposition qui souhaitait que le corps électoral soit plutôt tiré du recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré en 2020. La date de la clôture n'est pas encore connue. Le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans, dont 36 au pouvoir, vient d'être investi candidat par le Parti congolais du travail et 17 formations de la majorité présidentielle. Il ne s'est toujours pas prononcé lui-même. Il aura, entre autres challengers, Mathias Dzon, 73 ans, son ancien ministre des Finances, ou encore Guy Brice Parfait Kolela, âgé de 60 ans, qui s'est classé au 2e rang de la présidentielle très contestée de 2016 que Denis Sassou Nguesso avait remportée.
Et au Burkina Faso, le nouveau ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, a démarré les consultations pendant un peu plus d'une heure ce jeudi. Il a rencontré les responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation de la communauté pour un premier échange autour de sa vision sur le processus de réconciliation. Le nouveau ministre chargé de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, a rencontré ce jeudi à Ouagadougou les responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation pour recueillir leur point de vue sur le dossier Yirgou. Contrairement à ce que certains veulent faire croire, nous n'allons pas aborder les questions de réconciliation et de cohésion sociale uniquement sous l'angle politico-politicien. Nous allons aborder ces questions-là en regardant toutes les formes de déchirure qui peuvent mettre en péril l'unité de notre nation. Et les questions de stigmatisation, de discrimination sont des paramètres très dangereux, a déclaré Zéphirin Diabré. En janvier 2019, suite à l'assassinat du chef de ce village, la communauté Peul avait été prise à partie par des membres d'une milice Koglogo, un groupe d'autodéfense. Selon ce collectif, le traitement du dossier Yirgou interpelle plusieurs institutions du pays. Le ministre de la Réconciliation devra donc tenir compte de l'aspect judiciaire, des droits humains et de la protection des communautés pendant le processus. Pays sahélien enclavé de 20,5 millions d'habitants, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. Des pans entiers du territoire échappent aujourd'hui au contrôle de l'État et n'ont pu participer à la présidentielle et législative du 22 novembre dernier en raison de l'insécurité. En Afrique du Sud, Jacob Zuma ne se présentera pas lundi prochain devant la commission d'enquête. C'est l'annonce faite par l'un de ses avocats. L'ancien président sud-africain est poursuivi depuis plusieurs mois dans une affaire de corruption. Jacob Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019, mais il s'était retiré au bout de quelques jours, arguant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. Nous avons informé la commission que le président Zuma ne se présentera pas lundi, a déclaré maître Eric Mabouza. Zuma, 78 ans, est convoqué toute la semaine prochaine devant la commission présidée par le juge Raymond Zondo. Début octobre, la commission avait tenté d'obliger l'ancien chef d'État à témoigner en émettant une assignation. Une absence sans motif suffisant constituera une infraction pénale, avait averti la commission. Après des mois à jouer au chat et à la souris, Jacob Zuma s'était finalement présenté en novembre, mais n'avait pas pris la parole. Ses avocats avaient alors formellement demandé que Zondo se récuse, réclamant un juge impartial, mais ce dernier avait rejeté sa demande. Maître Mabouza a ensuite saisi mi-décembre la haute cour de Pretoria pour écarter le juge Zondo et attend désormais qu'elle se prononce avant d'envisager le retour de son client devant la commission, a-t-il expliqué. De son côté, la commission avait saisi la Cour constitutionnelle pour tenter d'obliger Jacob Zuma à témoigner. Sa décision reste attendue par toutes les parties. Englué dans les scandales, l'ancien président sud-africain de 2009 à 2018 avait été poussé à la démission et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis d'éradiquer la corruption. Et puis aux États-Unis, les regards sont à présent tournés vers le Sénat qui doit décider du sort de Donald Trump. Après évidemment la mise en accusation de l'actuel président américain devant la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée mercredi en faveur de cet impeachment historique par 232 voix contre 197. Le milliardaire républicain Donald Trump, âgé de 74 ans, qui cédera la place le 20 janvier à Joe Biden, 78 ans, est accusé d'avoir encouragé l'assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole, qui a fait 5 morts et ébranlé la démocratie américaine. Il doit partir. Il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous, avait déclaré peu avant Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre, l'accusant d'avoir incité à cette insurrection, cette rébellion armée. Dans une vidéo diffusée par la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé depuis le bureau ovale les Américains à l'unité, sans mentionner son second infamant renvoi en procès. Et s'il ne reconnaît toujours pas la moindre responsabilité dans les violences de la semaine dernière, il a assuré que leurs auteurs ne pouvaient pas être ses véritables partisans. À quelques jours de son départ en Floride, où il devrait entamer sa nouvelle vie d'ex-président, Donald Trump apparaît très isolé.
Contrairement à l'acte d'impeachment dans l'affaire ukrainienne, il y a plus d'1 an, adopté par les seuls démocrates, 10 députés républicains ont voté cette fois-ci en faveur du renvoi en procès. Ce vote marque l'ouverture formelle de la procédure de destitution contre Donald Trump et il appartient désormais au Sénat de le juger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique